Bonjour à tous, je vais essayer de faire la vidéo que j'aurais aimé trouver sur le net au sujet des quartz. Parce que quand on débute en électronique, le quartz est un composant qui est assez mystérieux, on a du mal à le comprendre. On sait qu'on peut trouver un quartz dans une montre, dans une radiocommande de modélisme. On sait que la fonction du quartz va être de déterminer une certaine fréquence, mais après, dans le concret du pourquoi et du comment, mystère. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est déjà de voir que le quartz, il a des propriétés piézoélectriques. Cette propriété-là, c'est justement ce qui est à l'origine de son utilisation. Allez, générique. Le quartz, il fait partie des matériaux dits piézoélectriques. Mais qu'est-ce que c'est que la piézoélectricité? La piézoélectricité, elle a été découverte par les frères Curie. Le mot piézo vient du grec qui veut dire pression. La piézoélectricité va concerner des matériaux dont la particularité de se polariser dans un sens quand on les comprime et de se polariser dans l'autre sens quand on les étire. Et il se trouve que cette piézoélectricité, elle a aussi un effet réversible, c'est-à-dire que quand on soumet ces matériaux à un champ électrique, ils vont aussi se déformer. Et là, déjà à ce niveau-là, je me suis posé une question. Est-ce que la polarisation, elle apparaît quand on comprime, mais une fois que le quartz, le matériau est comprimé, est-ce que cette polarisation reste? Ou alors, est-ce que la polarité apparaît uniquement pendant le mouvement de déformation, et puis une fois que le matériau est comprimé, mais qu'il est à l'état statique, il n'y aurait plus de polarité? Pour avoir la réponse à cette première question, je vous propose de faire une première petite expérience très simple. Cette première expérience, je vais la faire avec un capteur piezo qui fonctionne un peu comme un quartz. D'ailleurs, il est composé en partie de quartz. Voilà mon capteur piezo. Je vais tout simplement venir relier les deux fils du capteur à un oscilloscope de façon à mesurer les variations de tension qui se passeront quand je viendrai poser un poids dessus et quand je viendrai l'enlever. Voilà de près le fameux capteur piezo. Ça, c'est la voie 1 de mon oscilloscope, avec ici le signal, ici le GND. Je viens les brancher aux deux fils du capteur piezo. Je mets sous tension l'oscilloscope, je me mets en mode DC, et puis avec un réglage de 1 carreau vertical égale 5 volts, 1 carreau horizontal égale 200 millisecondes. Maintenant je prends un halter de 2,5 kg et je vais venir le poser sur le capteur piezo. Et regardons ce qui se passe quand je viens poser le poids sur le capteur. Et là maintenant, le poids, il est toujours posé sur le capteur. Et regardez ce qui se passe quand je viens enlever le poids. Et voilà. Je le repose à nouveau. À nouveau, je l'enlève. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'au moment où on posait le poids sur le capteur piezo, on avait un signal de tension dans un sens, que ce signal de tension ensuite disparaissait malgré que le poids restait posé sur le capteur piezo. Donc ça veut dire qu'en fait la tension est créée pendant le moment de déformation du capteur et pas simplement à la compression. Et ensuite, quand on enlevait le poids, on a vu qu'on avait un signal de tension inverse dans l'autre sens qui également disparaissait une fois que le poids était enlevé du capteur. Donc en fait, la tension, elle apparaît bien que pendant le temps de déformation de notre capteur piezo. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si le même objet qui fait le même poids, je le pose sur le capteur piezo, mais cette fois de façon atténuée, c'est-à-dire très doucement, et ben on voit que la variation de tension, elle est moindre, de même si j'enlève tout doucement. Voilà, là je l'ai enlevé. Et bien on voit que les variations de tension sont bien moindres que si le poids, je le dépose, boum, brutalement. Et on voit qu'on a même une belle oscillation derrière. Et pareil, si le poids, je l'enlève brutalement, on a une très forte montée de tension. Donc en fait, il y a vraiment une notion d'accélération, comme dirait Electrobidouilleur. Parce que j'ai eu un Skype avec lui, donc je le remercie. C'est le premier qui me parlait de cette notion d'accélération au niveau du quartz. Et on a pu voir que les signaux de tension, ils sont même assez élevés, hein, parce que là, je rappelle, c'est 1 carreau égale 5 volts, donc ça veut dire que j'ai eu plus de 20 volts en enlevant brutalement, par exemple, le poids de mon capteur piezo. Avec l'expérience d'avant,
On a vu qu'en venant poser un poids sur le capteur piezo, ça créait une tension dans un sens, puisque ça le déformait dans un sens, et quand on enlevait le poids, il se redéformait dans l'autre sens pour reprendre sa position d'origine, et il créait une tension dans le sens inverse. Qui dit création de tension, dit possibilité de circulation de courant. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais tenter cette deuxième petite expérience très simple, en venant brancher deux LED aux bornes de mon capteur piezo, mais branchés en parallèle en sens inverse. Et logiquement, quand je vais venir frapper mon capteur piezo, les deux LED devraient s'allumer, mais en fait, d'abord une pendant qu'il se déforme dans un sens, et ensuite l'autre quand il reprendrait sa forme d'origine. On va regarder ça tout de suite avec un vrai montage pour voir si ça se vérifie. Voici mes deux LED, je vais en brancher une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Maintenant, je prends un crayon et je viens taper sur mon capteur piezo. Et là, on voit très bien que les deux LED s'allument. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, elles s'allument successivement et pas en même temps. Et logiquement, plus je tape fort, plus les LED s'allumeront fort, et plus je risque de les cramer, parce qu'on a vu que ça pouvait en théorie monter jusqu'à 10 volts à vide. Donc là, je sais bien que j'ai une petite charge et j'ai pas mis de résistance en série. Mais bon, le but c'était de vérifier ce phénomène. Création de courant dans un sens quand le capteur piezo se déforme, et création de courant dans l'autre sens quand le capteur piezo reprend sa forme d'origine. Je pense d'ailleurs que c'est sur ce principe qu'il y a des projets de création d'électricité grâce à des gens qui marchent sur des planchers. Donc le fait que les gens marchent sur un plancher composé de capteurs piezo permettrait de créer de l'électricité. Maintenant, on va faire une troisième expérience toujours avec notre capteur piezo, une expérience très simple qui va mettre en évidence le phénomène de vibration. Donc cette fois, le capteur piezo, je le relie à nouveau à un oscilloscope. Je vais venir cette fois taper comme tout à l'heure mon capteur piezo et on va regarder ce qui se passe au niveau des signaux de tension. Cette fois, je me suis mis sur un carreau égale 2 volts et un carreau égale 5 millisecondes. Toujours avec mon petit crayon, je vais venir tapoter sur le capteur piezo et regarder cette belle onde vibratoire qu'on peut obtenir. Tout ça veut dire que effectivement notre quartz ou notre capteur piezo, quand on le choque, il va se déformer. Ensuite, il va reprendre sa forme d'origine, mais pas d'un seul coup. Il va osciller, vibrer, un peu comme une balançoire. Retrouver sa forme d'origine va prendre un certain temps. Il va donc vibrer en s'atténuant, un peu aussi comme une corde de guitare. Quand on la pince, elle va vibrer et produire une onde sonore. Et donc de la même manière, notre quartz, pour reprendre sa forme d'origine, il va vibrer, donc créer une onde électrique en s'atténuant. Et en fait, cette vibration va dépendre de sa fréquence de résonance. On voit qu'à chaque fois, cette onde vibratoire, elle a toujours la même fréquence. Ça va correspondre ici à la fréquence de résonance de notre capteur piezo. Pour un quartz, c'est pareil. Chaque quartz aura sa propre fréquence de résonance, de vibration. Et sa fréquence de résonance ou de vibration, elle va dépendre de sa dimension et de sa forme, c'est-à-dire de la façon dont il aura été taillé. Maintenant qu'on a vu l'effet piezo, déformation ou accélération crée une tension aux bornes du capteur. On va voir l'effet piezo réversible, c'est-à-dire que si on applique une tension aux bornes de notre capteur piezo ou de notre quartz, ça va le déformer. Là, je vais utiliser un générateur de signaux en courant alternatif. Je me branche sur la voie 2, signal carré, amplitude 5 volts, fréquence 4 kHz. Je mets sous tension. On entend un son. Ce son est provoqué par la vibration du capteur piezo. Et là, si je baisse en fréquence, et c'est sur ce principe qu'on utilise ces capteurs piezo dans des téléphones pour en faire des sonneries. D'ailleurs, celui-là, je l'ai récupéré dans un vieux téléphone. Si j'augmente l'amplitude, logiquement, ça va augmenter le volume sonore. Voilà, là je pense que c'est plus fort parce qu'il y a la feuille en dessous qui entre elle-même en vibration, en résonance avec le capteur. Voilà, tout ça vous illustre l'effet piezo réversible. Par cette expérience, on a pu expérimenter à travers une onde sonore audible le fait que notre capteur se déformait et vibrait. Mais maintenant, à travers une autre expérience, je vais vous montrer visuellement que mon capteur, ici mon capteur piezo, il va réellement se déformer quand je vais le soumettre à une tension électrique. Pour ça, je vais le relier à un générateur de signaux et lui envoyer une très basse fréquence de 1 Hz. Donc ça veut dire que mon capteur, il va se déformer
reprendre sa forme, se déformer, reprendre sa forme au rythme d'une fois par seconde. Et sur le capteur, je vais venir envoyer un rayon laser. Donc j'ai un petit stylet laser que j'alimente en 5 volts qui va venir frapper le capteur et ce rayon va se refléter contre un mur qui est à peu près 4 mètres. Pourquoi 4 mètres? Parce que plus la distance sera grande, plus ça va amplifier la vibration ici sur le mur. Et on verra très bien que quand on envoie une tension, il se déforme, mais tant que la tension reste, il reste déformé, et c'est seulement quand la tension disparaît qu'il reprend sa forme d'origine. Ici, j'ai mon alim stabilisant 5 volts qui alimente le petit stylet laser, le générateur de signaux, onde carrée. Cette fois, j'ai monté l'amplitude à 14 volts aux bornes du capteur piezo, et on voit que le laser vient frapper la surface du capteur piezo. Première remarque intéressante, on entend notre capteur piezo se déformer. Je le rappelle, au rythme de 1 fois par seconde. Donc en fait, il se déforme pendant une demi-seconde, il reprend sa forme d'origine pendant une demi-seconde, il se redéforme pendant une demi-seconde, et ainsi de suite. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe contre le mur là-bas, à 4 mètres. Là-bas au fond. On voit que notre capteur piezo, il se déforme exactement au même rythme que l'onde carrée qu'on lui envoie, et donc il reste déformé quand la tension reste à son maximum, et puis il reprend sa forme d'origine quand la tension est annulée. Donc maintenant, vous allez voir, je vais retourner vers le générateur de signaux, et au lieu d'envoyer une onde carrée, je vais envoyer une onde sinusoïdale, et du coup on verra que le changement d'état ne se fera pas d'un seul coup, mais qui va suivre la forme de l'onde sinusoïdale. Voilà, maintenant je suis passé en onde sinusoïdale, et là on voit bien que sa déformation n'est pas saccadée, mais qu'en fait elle suit la forme de l'onde sinusoïdale. Maintenant qu'on a compris à peu près les bases de la piézoélectricité, son effet et son effet réversible, on va pouvoir commencer à s'intéresser au quartz en électronique. De la même manière qu'un diapason est fait pour toujours vibrer à la même fréquence et donner la même note, de la même manière, un quartz sera taillé pour toujours vibrer à la même fréquence. D'ailleurs, certains quartz sont taillés en forme de diapason. Voilà par exemple comment se présente un petit quartz quand on l'extrait de son boîtier. Dans un schéma électronique, voici le symbole du quartz. Petite chose à savoir pour les débutants, un quartz, si d'un côté on lui applique une tension continue de 5 volts, de l'autre côté on aura du 0 volt, on ne retrouvera pas cette tension, contrairement à une résistance, si elle est branchée à rien de ce côté-là, et qu'on l'alimente en 5 volts de ce côté-là, on retrouvera bien le 5 volts de ce côté-là. Donc le quartz, en courant continu, il n'est pas conducteur. Voilà le schéma équivalent du quartz. On parle de capacité parallèle, et puis en série, capacité série, inductance ou bobine série, et résistance série. Et quand le quartz vibrera à sa fréquence de résonance série, il va se comporter comme une simple résistance, puisque le condensateur et la bobine, c'est comme s'ils n'existaient plus. Et c'est pour ça qu'on dit que quand le quartz est à sa fréquence de résonance, c'est comme si on n'avait qu'une simple petite résistance. Maintenant, on va faire une expérience qui va nous permettre de vérifier la fréquence de résonance d'un quartz. Là, cette fois, je prends un vrai quartz, qui est donné pour du 8 MHz, puisque c'est écrit dessus 8000. 8000, c'est 8000 kHz. Le quartz, je vais venir le brancher entre un générateur de signaux et une voie de mon oscilloscope. Et l'autre voie de l'oscilloscope, je viens la relier à l'autre borne de mon générateur de signaux. Et on va voir que c'est seulement à la fréquence de résonance du quartz, qui est donnée pour 8 MHz, que l'amplitude de signal de tension dans l'oscilloscope sera le plus important. Ce montage va nous permettre de vérifier précisément la vraie fréquence de résonance d'un quartz, et il va également nous permettre de comprendre qu'un quartz, il se comporte comme un filtre passe-bande, parce que tous les signaux ici dont la fréquence sera inférieure à la fréquence de résonance du quartz, on ne les retrouvera pas en sortie. Tous les signaux ici de fréquence supérieure à la fréquence de résonance du quartz, ils auront également du mal à traverser le quartz, donc on les retrouvera pratiquement pas non plus ici. Et seuls les signaux qui sont générés ici, qui correspondront à la fréquence de résonance du quartz, se retrouveront de façon claire et nette en sortie ici à l'oscilloscope. Donc ça veut bien dire que le quartz ne laissera passer que les signaux dont la fréquence correspond à sa fréquence de résonance, comme un filtre passe-bande. En résumé, le quartz ici va bloquer toutes les fréquences, sauf la fréquence qui correspond à sa fréquence de résonance. Alors j'ai un petit peu simplifié, parce qu'en fait le quartz il va également laisser passer d'autres fréquences, ce qu'on appelle des harmoniques, mais pour ça je ne vais pas rentrer dans le détail ici. De ce côté-là j'ai le générateur de signaux, et de ce côté-là l'oscilloscope.
ici le quartz. Je mets sous tension mon générateur de signaux. Je suis en onde sinusoïdale, amplitude 5 volts. Je vais me mettre sur 8 MHz, qui est normalement la fréquence de mon quartz. Voilà. On va regarder ce que ça donne maintenant sur l'oscilloscope. En réglage vertical, 1 carreau égale 1 volt. En réglage horizontal, 1 carreau égale 200 nanosecondes. On retrouve un beau signal sinusoïdal, donc c'est logique, puisque, je vous rappelle, on est sur quasiment la fréquence du quartz. Maintenant, regardez ce qui se passe si je passe sur 9 MHz. Et voilà, le signal s'est complètement écrasé. 10, 11, 12 MHz, on est quasiment plus de signal. Je reviens sur 8000 kHz ou 8 MHz. On retrouve le signal. Et regardez l'expérience intéressante qu'on peut faire. Je vais modifier la fréquence par pas de 1 kHz et on va voir ce qui se passe au niveau de l'onde. Là, par exemple, je vais descendre de 1 kHz. Voilà, je suis à 7999 et je vais continuer comme ça de descendre. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope. Là, je suis à 8000 kHz et j'ai une amplitude de 2 volts. Donc maintenant, je descends à 7999. Waouh! L'amplitude a doublé, j'ai une amplitude de 4 volts. Si je descends encore, 7998, je gagne encore en amplitude. Cette fois, j'ai carrément 6 volts. Donc derrière le quartz, j'ai même une tension crête-crête qui me fait du 6 volts, qui est supérieure à la tension que j'envoie avec le générateur de signaux, qui est une tension de 5 volts, c'est-à-dire plus de 5, moins de 5. Donc là, je pense que j'ai peut-être la vraie et précise fréquence de résonance de mon quartz, ce qu'on appelle peut-être en résonance série, parce qu'un quartz, il a deux types de résonance que je ne vais pas expliquer ici, la résonance parallèle et la résonance série. Donc là, je pense que j'ai la vraie fréquence précise de résonance série de mon quartz, donnée pour 8 MHz, qui en fait serait de 7998 kHz. Si j'augmente la fréquence de seulement 10 kHz, le signal disparaît, et si je la diminue de seulement 10 kHz, le signal est très atténué. Donc on voit vraiment que notre quartz il se comporte comme un filtre passe-bande. Petit rappel intéressant sur l'oscilloscope, le bouton mesure permet de faire afficher ici différentes valeurs. On voit notamment l'amplitude du signal de 5,7 volts et la fréquence de 8 MHz, qui est bien la fréquence que j'envoie avec mon générateur de signaux. Dernière expérience de cette vidéo, pour aborder la notion de phasage-déphasage. Je viens rajouter une voie que je vais prendre ici aux bornes de mon générateur que j'envoie sur la voie 1 de l'oscillo. Ici, je viens lire le même endroit que tout à l'heure, mais ça sera sur la voie 2. Ça nous permettra de voir qu'est-ce qui se passe quand notre quartz entrera en résonance avec le signal émis par le générateur ou quand le quartz n'entre pas en résonance avec le signal émis par le générateur. J'espère que vous verrez bien les couleurs. En bleu, c'est la courbe de tension aux bornes du générateur de signaux, donc la grande. Et puis au milieu, là, c'est la jaune qui correspond à la tension derrière le quartz. Pour les deux voies, j'ai en vertical un carreau égal 2 volts. Là, je me suis mis volontairement sur une fréquence de 8004 kHz. Donc c'est pas la fréquence de résonance du quartz. Donc on voit très bien que avant le quartz, on a le signal de tension du générateur de signaux. Et derrière le quartz, on n'a aucun signal de tension. Il est très aplati. Maintenant, je vais me rapprocher de la fréquence de résonance du quartz. Donc je vais baisser la fréquence de mon générateur de signaux. 8003, 8002. On voit que le signal de tension derrière le quartz commence à grandir. 8001. Là d'ailleurs, on voit qu'on est en déphasage de 180 degrés. C'est-à-dire quand le signal est le plus haut au niveau du générateur de signaux, eh bien il est le plus bas derrière le quartz. Maintenant je suis à 8000 kHz, le signal grandit encore, et là je descends, je m'approche de sa fréquence de résonance de tout à l'heure qui était de 7998. Donc là je suis à 7999, voilà, on a la même amplitude des deux signaux, sachant qu'on a un déphasage de à peu près 70 degrés. Puis maintenant je descends à 7998. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le signal de tension derrière le quartz, il est plus ample, il est plus grand que le signal de tension au niveau de notre générateur de signaux. Et on voit que nos deux signaux sont presque en phase. Maintenant je vais aller approcher la fréquence très précise. Voilà, on y est. Donc c'est là que le signal de tension derrière le quartz a sa plus grande amplitude. Mais par contre, on observe un léger déphasage de à peu près 30-40 degrés. Maintenant, si je baisse la fréquence, on voit que le signal jaune diminue. Et vous allez voir, il y a un moment, les deux signaux vont être parfaitement en phase.
de la même taille et parfaitement en phase. Voilà, c'est celle-là. Et là, je suis sur une fréquence de 7997,6 kHz. Je ne sais pas si c'est celle-là la vraie fréquence de résonance, qui serait donc de 7997,6, ou si la vraie fréquence de résonance, c'est quand mon signal derrière le quartz est le plus grand, donc ici, qui correspondra à 7998,2 kHz, mais par contre, on a un léger déphasage. Je vous rappelle, ça c'est le schéma équivalent du quartz, et on nous dit que quand on envoie un signal alternatif d'une fréquence identique à la fréquence pour laquelle le quartz est prévu de vibrer, notre quartz il se comporte comme un filtre passe-bande avec une simple petite résistance équivalente. C'est comme si on n'avait plus de condensateur, plus de bobine. Donc c'est comme si on n'avait plus que ça. Et donc effectivement on comprend que quand ici on a un signal haut, derrière on se retrouve avec un signal haut, et quand ici on a un signal bas, derrière on se retrouve avec un signal bas. Mais par contre concrètement, comment on peut arriver à retrouver une tension ici qui est la même que celle-là, alors que notre quartz physiquement c'est pas un conducteur? Et bien je pense que c'est justement là le lien avec l'effet piezo qu'on a vu en début de vidéo. Le fait d'appliquer une tension aux bornes du quartz va déformer le quartz, et le quartz en se déformant, il va se polariser et donc recréer une tension positive ici. Donc je pense que c'est pour ça que quand on applique ici une tension positive, notre quartz va se déformer et sa déformation va entraîner à son tour une polarisation. Donc on aura une tension positive ici, et à l'inverse, quand on lui enverra une tension négative ici, logiquement il va se déformer dans l'autre sens et se polariser dans l'autre sens en ayant cette fois ici une tension négative. C'est bien l'effet piezo qui va permettre à notre quartz de vibrer, de se polariser dans la même fréquence que la fréquence de signal qu'on lui envoie, ce qui fait qu'on retrouvera derrière le quartz le même signal qu'avant. Donc je résume, notre quartz, on va lui envoyer une tension, cette tension, ça va déformer le quartz après va vouloir reprendre sa forme initiale, en se déformant, il va lui-même se polariser, donc répercuter la tension qu'elle a de l'autre côté. À chaque nouveau signal, il va se redéformer, et très rapidement, notre quartz va se mettre à vibrer, et si le signal qu'on lui envoie ici est pile synchrone avec sa fréquence de vibration, eh ben c'est bon, il ne s'arrêtera plus, puisqu'il recevra toujours une petite impulsion qui le relancera dans sa fréquence vibratoire. Et comme en vibrant, il se déforme, eh ben en se déformant, il va se polariser, et c'est ainsi qu'on retrouvera ici en sortie le même signal de tension que l'on avait en signal d'entrée. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la deuxième partie, puisqu'il y aura une deuxième partie, je vais aborder les oscillateurs à quartz. Allez, salut!